C'est le truc, je crois, quand on perd la mémoire, non? J'en ai aucune idée. Non, je pense qu'ils sont tout doux, ouais. Ils sont gentils. Je pense plus sur de l'agressivité, comme je pense plein de personnes doivent le rappeler. Je pense qu'ils sont plus doux avec les petites pertes de mémoire au fur et à mesure. Non, c'est génétique. Enfin, non, je crois que même pas. C'est juste neurodégénératif, donc non. Je sais pas du tout. Ça m'intéresse. Bonjour chers auditeurs, comme vous avez pu l'entendre dans le générique, la maladie d'Alzheimer est un peu floue dans les esprits. Pas de panique, on va vous éclairer. Je suis Camille. Et moi Juline, et à l'occasion du chef-d'œuvre que nous devons réaliser en terminale ACSP, nous avons décidé de lancer une série de 3 émissions autour de la maladie d'Alzheimer. Et il y a du boulot de ce côté-là. Pour nous aider dans cette tâche colossale, on accueille pour ce premier numéro 2 invités de marque. Une professeure de la section ASSP du lycée Bouchardon à Chaumont, Madame Bellarech. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Vous étiez infirmière avant d'être notre enseignante préférée. C'est cela? Oui, c'est cela. J'étais effectivement infirmière, donc j'ai pu côtoyer des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis par la suite, donc j'ai décidé de me diriger vers l'enseignement. Voilà. Pour vous accompagner, Madame Chauvin, qui est infirmière du lycée. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis l'infirmière du lycée depuis à peu près 3 ans maintenant, mais j'ai une expérience assez longue. J'ai été infirmière au sein d'une dialyse pendant presque 10 ans et j'ai aussi travaillé au sein de l'hospitalisation à domicile pendant plus d'1 an, où j'ai pu être en contact aussi avec des patients relevant de la maladie d'Alzheimer et bien sûr d'autres démences, mais vu que la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente, on y est souvent confronté en tant que soignant. Vous allez bien, pas trop stressé? Vous avez pu réviser pour une fois que c'est nous qui posons les questions? Promis, ce n'est pas noté. Pas trop sévèrement en tout cas. Ouf. Tant mieux. Voyez, amis auditeurs, on vous a gâtés. En tout cas, les invités savent de quoi elles vont parler. On va commencer par vous poser une question toute simple, même basique. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, donc c'est-à-dire que ce sont les neurones qui dégénèrent et sont des cellules qui ne se renouvellent pas, donc lorsqu'elles sont altérées, elles sont altérées. Voilà, et ça touche donc la mémoire. Tu veux ajouter quelque chose, Hélène? Alors, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, en fait, même s'il y a des signes, on ne peut pas la déceler avant l'apparition de ces signes. Donc, c'est vraiment, en fait, la dégénérescence de ces cellules, de ces neurones, qui, au fur et à mesure, entraîne une dépendance du patient. Et à ce moment-là, souvent, il y a un diagnostic. Mais c'est vrai qu'une fois que la maladie est déclarée, on ne peut pas revenir en arrière. Sachant qu'effectivement, étant donné que c'est une destruction des neurones, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement, on ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie dégénérative et on peut avoir des traitements qui améliorent le quotidien, mais qui ne permet pas de guérir de cette maladie à l'heure actuelle. Mais du coup, que veut dire dégénérative pour nos auditeurs? Alors c'est une perte progressive. Quand on dit ça, irréversible. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, on a plusieurs zones dans notre cerveau. Souvent, la maladie d'Alzheimer apparaît, si je me rappelle bien, dans la zone de l'hippocampe, la zone de la mémoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer, souvent, est la perte de mémoire à court terme, parce que ça touche cette région de l'hippocampe, qui est souvent la région de la mémoire, mais au fur et à mesure, ça peut souvent aussi atteindre d'autres régions, comme la région de l'apprentissage, la région... Ça va toucher plusieurs capacités cognitives telles que le raisonnement, la logique, la mémoire, etc. Donc, c'est progressif. Et c'est une maladie récente.
elle date du début du XXe siècle, il me semble, et c'est un médecin allemand, médecin allemand, Alois Alzheimer, qui a découvert cette maladie. Voilà, donc il suivait une patiente. Oui, c'est ça. 1906, 1906, oui. 1907, je sais plus exactement. À peu près. Oui, voilà. Début du 20e. Et donc voilà, ce qu'il a découvert en suivant une de ses patientes, une femme d'une 60aine d'années, un petit peu moins. Il a donné le nom de cette maladie, il a donné son nom. A-t-elle toujours existé ? Oui, je pense qu'en réalité, elle a toujours existé, mais on a réussi à mettre un nom dessus, il a réussi à trouver exactement quelle zone elle touchait au niveau cérébral, etc., comment ça se passait, les déficiences, tout ce que ça engendrait à cette époque-là. Voilà. Oui, parce que faut surtout savoir que la maladie d'Alzheimer, étant donné qu'elle touche les zones du cerveau, en fait, pour la déceler, il faut attendre réellement, je dirais médicalement, il faut attendre le décès du patient. Et c'est avec une autopsie qu'on vient en fait ouvrir la boîte crânienne et vérifier en fait qu'il y a des plaques entre les neurones. Normalement, nous on pose un diagnostic maintenant, les médecins posent des diagnostics parce qu'il y a plusieurs signes, mais en soi, il y a des années, quand la maladie a été découverte, les chercheurs, pour poser un nom sur la maladie, ont dû en fait attendre que les patients décèdent aussi pour vérifier. Et donc, Monsieur Alzheimer, en fait, s'est rendu compte à la dissection, malheureusement, qu'en fait, qu'au niveau des neurones, parce que en fait, la maladie d'Alzheimer, quand vous avez les neurones qui se dégénèrent, en fait, ces neurones créent une substance qui vient en fait s'agglomérer, s'agglutiner entre les neurones. Et c'est ça qui ne permet plus la circulation normale au sein du cerveau et qui crée en fait des problématiques et la maladie d'Alzheimer. Quand il a découvert cette maladie, il a dû tout de suite pas savoir ce que c'est. Il a dû prendre du temps, faire des recherches, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Ça fait partie d'un cursus d'études. Après, on parle de Monsieur Alzheimer, mais bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'autres chercheurs. Il y en a pas eu qu'un. Et je pense que Monsieur Alzheimer avait bien d'autres collègues avec lui. Monsieur Alzheimer était allemand et il me semble qu'il a travaillé aussi avec un Autrichien et avec un Italien dans le cadre de ses recherches. Faut savoir qu'au début du XXe siècle, faut s'imaginer, on est au début des années 1900. On n'a pas les mêmes méthodes de médicales. Faut savoir qu'on n'est même pas encore sur certains vaccins, ne sont pas encore créés. Donc on est encore sur le début des recherches médicales. D'ailleurs, au niveau de la maladie d'Alzheimer, il me semble qu'on a une grosse évolution depuis les années 2000 au niveau des recherches. Des recherches et des traitements, en fait, on ne peut pas soigner cette maladie, mais on peut la ralentir. Il faut savoir que lorsqu'on est atteint de la maladie d'Alzheimer, la moyenne de vie est d'environ 8 ans. Mais aujourd'hui, on peut ralentir, en fait, la progression de la maladie. Pouvez-vous dire à nos auditeurs les symptômes du début de la maladie ? On va oublier les gestes tout simples de la vie quotidienne, en fait. On va rechercher son porte-monnaie qu'on aura mis dans le frigo. On va oublier qu'on avait un rendez-vous chez le médecin. Et puis petit à petit, les prénoms de la voisine. Alors au début, j'ai envie de dire, on ne sait pas réellement parce que ce ne sont pas des choses qui semblent vraiment très importantes. Bon, on peut mettre son porte-monnaie dans le frigo puis s'en rendre compte après, etc. Mais par la suite, en fait, les patients oublient de se nourrir, peuvent oublier un plat dans le four. Donc là, on peut se mettre en danger également, mettre le feu à une maison. Donc petit à petit, ça devient vraiment très handicapant et la vie à domicile seule n'est pas possible. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je rajouterais effectivement, en fait, au début, souvent, on a une première période où c'est plutôt la mémoire à court terme qui ne fonctionne plus. En fait, souvent les patients d'Alzheimer, c'est ce qui est un peu paradoxal, parce que quand vous êtes en maison de retraite, souvent les patients dans un stade encore léger de la maladie d'Alzheimer, vont pouvoir vous raconter, par exemple, des expériences de leur vie passée, quand ils avaient 20 ans, quand ils étaient enfants, vraiment des choses avec des noms, des choses très percutantes.
Et alors en fin de compte, on se dit mais il a une très bonne mémoire. Oui, mais souvent, la maladie d'Alzheimer, dans un premier temps, ça attaque plutôt la mémoire à court terme. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Madame Bellaredge. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des situations de la vie quotidienne qui peuvent être très embêtantes et vite très stressantes et très angoissantes pour les patients. Parce que, par exemple, comme elle disait, on oublie ses clés. Alors ça peut paraître un geste anodin, mais quand c'est renouvelé 3 fois, 5 fois par jour sur des petites choses du quotidien, c'est vraiment très handicapant. Et c'est là où aussi il y a le facteur un petit peu, je dirais, d'un côté des soignants d'ailleurs, de préserver les patients et de la famille, de préserver les patients parce que c'est très angoissant comme maladie. Ce qui est très difficile, c'est que à un moment, la personne qui déclare cette maladie va petit à petit s'en rendre compte. Et cette période est très difficile en fait. C'est à cette période surtout où la personne devient très agressive. Elle est dans le déni, mais en même temps, elle prend conscience effectivement qu'elle est en train de développer cette maladie et elle connaît les suites et c'est terrible. Elle sait qu'un jour, elle ne reconnaîtra pas ses propres enfants, qu'elle aura tout oublié de sa vie et c'est délicat. Donc à cette période-là, oui, les patients sont très agressifs. Il y a des découvertes récentes qui laissent présager d'autres manières de découvrir la maladie. Écoutez. Un espoir. C'est ce qu'indique une étude publiée dans la revue scientifique Acta Neuropathologica. Selon elle, des changements repérés dans la rétine peuvent constituer des indicateurs de la maladie d'Alzheimer. Docteur Maïl Panchal est directrice scientifique de la fondation Vaincre Alzheimer. Dans le cerveau des malades d'Alzheimer, on a cette accumulation de la protéine toxique bêta-amyloïde. Ces chercheurs permettent de faire un lien entre l'accumulation de la protéine toxique dans la rétine, qui pourrait refléter l'état de la maladie d'Alzheimer et l'état de l'accumulation de cette même protéine dans le cerveau. Bah c'est super, je ne connaissais pas, mais c'est très bien parce que ça va permettre un diagnostic plus rapide, je pense. Plus rapide, donc peut-être de pouvoir traiter la personne pour que la maladie évolue moins rapidement. Du coup, ce morceau, il est tiré de Europe 1 et l'info provient de l'étude publiée dans la revue scientifique Acta Pathologica. Il me semble que vous n'étiez pas au courant. Non, moi je connaissais pas du tout. Bah c'est il y a tout le temps déjà plein entendu de parler de moi je connaissais ça, mais j'ai pas creusé pour vous dire la vérité, mais j'en avais entendu parler. Quelle est la moyenne d'âge pour développer la maladie? Et peut-on l'avoir quand on est jeune? Alors, en principe, la maladie se déclare aux alentours des 60 ans. Mais on a des personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie relativement jeunes, une quarantaine d'années. Oui, pour vous, c'est peut-être pas relativement jeune, mais pour nous, je vous assure, c'est très jeune. Donc, à partir de... On a des personnes donc, qui sont de jeunes parents, par exemple, qui ont à peine 40 ans, et qui développent cette maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est terrible. Oui, tout à fait. C'est rare, ça reste rare chez les jeunes, mais ça existe. Faut savoir que la maladie d'Alzheimer en France, il me semble que ça touche à peu près 1% de la population. 1%. Donc on peut se dire comme ça, c'est très peu, mais en fait c'est énorme, parce que ça veut dire que quand même, sur, je sais pas, 100 000 personnes, ça veut dire que 10 000 vont être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est quand même énorme. Et d'ailleurs, c'est un gros problème de santé publique, puisqu'on a une population vieillissante, et donc ça pose des questions sur, après, la prise en charge de ces patients à l'âge, je dirais, dépendant. Et il me semble que cette population fait partie de 0,2%, enfin 0,02% de ces 1%. Donc c'est vraiment très très peu, comme disait Madame Bellaredge. Mais effectivement, il en existe quand même. Donc c'est un gros sujet de santé publique. Et puis on n'a pas suffisamment de structures, d'unités Alzheimer, parce que le patient Alzheimer qui est atteint de cette pathologie a besoin de déambuler énormément. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, vous, en stage. Donc ce sont des personnes qui ont besoin de marcher. Et les unités, justement, elles permettent en fait à ce que le patient puisse faire le tour comme ça toute la journée des locaux en fait. Donc ce sont des structures adaptées et on en manque cruellement en France. Et du coup, est-ce qu'il y a un mode de vie qui permet d'avoir cette maladie, qui peut faire que la maladie se développe à cause de cela ?
Alors, il me semble que maintenant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a quand même inclus des facteurs de risque. Dans ça, la sédentarité, le fait de ne pas faire de sport, de rester sans activité, la consommation d'alcool, de stupéfiants, bien sûr, tout ce qui va être manque d'activité cérébrale. Alors, ça peut paraître bizarre quand je dis ça, mais par exemple, le fait de faire des activités manuelles, le fait de faire marcher, en fait, justement, sa mémoire. Voilà, il me semble que l'OMS, d'ailleurs, l'a inclus dans sa définition maintenant de la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas, a bien inclus dans les facteurs de risque. Pour toi, le malade doit-il marcher dans les locaux aussi Eh ben, parce que justement, la maladie d'Alzheimer, en fait, entraîne une dégénération des neurones. Donc, on a parlé de cette partie du cerveau qui est l'hippocampe qui gère la mémoire, mais ensuite, ça va migrer. Ces problématiques, en fait, ça va évoluer et ça va arriver sur d'autres parties temporales du cerveau qui gèrent, en fait, la coordination des membres, qui gèrent la parole, qui gèrent... Mais le fait qu'il déambule, alors? Eh ben, justement, c'est parce qu'en fait, les patients ont ce besoin incessant déjà d'être en mouvement, puisque ça permet en fait un recul de la maladie, enfin ça permet une évolution moins rapide, et souvent, il me semble que c'est un réflexe primaire de vouloir marcher. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre cerveau, c'est comme le besoin de parler, le besoin de marcher, c'est un besoin primaire. Souvent, ça réveille cette sensation. Comme vous avez dit tout à l'heure, Madame Chauvin, vous parlez de l'OMS. Oui, tout à fait. C'est quoi du coup? Alors, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est une référence, c'est-à-dire que c'est un organisme qui vient, je dirais, appuyer toute la santé, le paramédical, le médical, qui vient en fait mettre des règles, qui vient mettre une structure sur toute une société avec tout ce que ça peut comporter. Par exemple, là, nous avons la maladie d'Alzheimer, et ben ça vient mettre une définition mondiale sur cette maladie avec une référence pour les professionnels de santé. Quels sont les différents stades d'évolution de cette maladie et quelle partie du cerveau elle touche? Donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les hippocampes qui sont touchés. C'est une glande qui est au niveau du cerveau. Donc la personne n'arrive pas à se créer de nouveaux souvenirs en fait. Ça part comme ça à la base. Puis il y a une mémoire épisodique avec les vieux souvenirs qui disparaissent dans la durée. Ensuite, on a une mémoire sémantique, donc ça c'est par rapport aux mots. Et puis une mémoire procédurale. Moi, il me semble en fait qu'il y a 7 stades dans la maladie. Enfin, moi, c'est ce que j'avais appris. Enfin, il me semble. J'ai relu d'ailleurs, parce que j'ai quand même révisé un petit peu avant de venir. Mais il me semble qu'il y a 7 stades. Alors, je vous les ressortirai pas à l'identique, mais il me semble qu'on a le stade premier qui est en fait aucun signe de la maladie. Deuxième qui est maladie d'Alzheimer légère, très légère. Ensuite, vous avez la légère. Ensuite, vous avez la moyennement légère. Oui, ensuite, ça va vous avez progresser sévère. en fait. Voilà. Et vous avez jusqu'à la perte totale d'autonomie. Il me semble que c'est 7 stades. Moi, je me souviens d'un patient qui, ses parents venaient d'Italie et lui parlait le français, mais sa première langue, en fait, c'était l'italien. À la fin de la maladie, donc, il ne parlait plus que italien. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de souvenir de la langue française. Il est revenu à sa langue d'origine maternelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et puis, j'en ai vu d'autres aussi qui se souvenaient plus de leur dernier mari. En fait, ils sont restés sur le premier. Et d'ailleurs, ce qui est souvent choquant, c'est qu'on retrouve dans les maisons de retraite les patients qui vous disent il faut appeler mon mari, où est ma femme, je veux qu'on appelle mes enfants à l'école. Voilà. Et souvent, ce qui est très triste, c'est quelquefois ces personnes ont perdu leur conjoint. Il y a des patients dont les maris étaient décédés ou dont l'épouse était partie déjà plusieurs années avant. Et en fait, la personne est restée sur un fait, sur un moment T dont elle se souvient, mais qui est complètement dépassé, qui est obsolète, qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et c'est vrai que on en revient à ce que je disais en début d'émission, ce sentiment d'insécurité, à ce sentiment d'angoisse, puisque vous avez des patients, quand vous les prenez en charge, qui ne se rappellent plus forcément de ce qui s'est passé la veille. Et vous avez beau mettre en place une routine de soins, par exemple la toilette, le petit déjeuner, en fait, il arrive un moment où la personne
a besoin, d'ailleurs c'est ce qu'on met beaucoup en avant dans les études en lien avec le soin à la personne, c'est de vraiment rassurer plus, de prendre le temps d'expliquer. Voilà. En fait, il faut connaître, il faut que le soignant comprenne la maladie. C'est-à-dire que le patient, il le fait pas exprès. On lui a montré comment se brosser les dents, comment prendre le gant de toilette, mais il va l'oublier. Il oubliera tout ce qu'on va lui montrer. Donc, à partir du moment où on comprend la maladie, où on est empathique, une bonne prise en charge passe par là, par l'empathie, je pense. Et puis comprendre la maladie, savoir que la personne, on pourra lui expliquer 100 fois, elle ne va pas retenir ce qu'on lui montre. Il va falloir toujours la rassurer et y aller doucement, lui parler en face à face. Voilà, ça va être beaucoup de moyens pour aider la personne, c'est de ritualiser, c'est-à-dire de ne pas changer aussi. Par exemple, si je pose tous les jours sa brosse à cet endroit-là, je vais éviter le lendemain, en nettoyant la salle de bain, de la poser à l'opposé. Voilà, on va ritualiser les choses pour rassurer la personne. Il y a d'autres moyens également, c'est mettre des photos au mur de la famille, des enfants, etc. Ça, c'est important pour que la personne les visualise, mais elle va les oublier dès qu'elle aura tourné le dos. De toute façon, à ce pêle-mêle de photos, ça fait partie de la pathologie. Comme vous avez pu le dire tout à l'heure, vous nous avez donné un exemple avec une personne qui cherche par exemple son mari. Mais du coup, on doit leur dire la vérité sur la personne qui est décédée ou... Je pense pas que ça va être angoissant, anxiogène en fait de dire la vérité, de dire votre Tout à mari fait. est mort, Oui. vos enfants, non, je pense qu'il faut plutôt essayer de rassurer, oui, on va aller le voir, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon la personne va oublier ce que vous lui dites. Je pense qu'il vaut mieux rassurer la personne et lui dire oui, enfin, nous on avait le cas, c'est ce qu'on m'avait appris en tout cas, la personne voulait absolument, elle disait « Oh, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école », et on lui disait « Oui, on va y aller », et puis on faisait diversion, on l'emmenait vers une autre activité. Et puis après, ça passait. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec Madame Bellarette. Je pense qu'il faut pas leur dire non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ils vont plutôt avoir peur. Ça va créer une angoisse sur le moment. Ça peut même créer des fortes émotions comme des pleurs. Donc, effectivement, je pense qu'il faut détourner l'attention tout en étant sans forcément leur mentir. Mais voilà. Comme elle expliquait, essayer de les amener vers autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les unités Alzheimer, on a beaucoup d'activités aussi. Manuelles aussi, voilà. Puis, il y a des phrases qui sont vraiment à bannir, hein. On va pas dire à la personne, mais souviens-toi, je viens de te le dire. C'est très culpabilisant. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Souviens-toi, je viens de te le dire. On doit amener les choses autrement. Surtout en début de maladie où la personne se rend compte un petit peu de ce qui lui arrive. C'est une étape très compliquée. D'ailleurs, qui est aussi compliqué pour les proches, pour la famille. Et c'est là aussi que nous, en tant que soignants et en tant que même personnes qui avons des connaissances sur cette maladie, il faut vraiment, je pense, déculpabiliser les familles qui sont souvent dans ce refrain. Tu comprends pas, on en a déjà parlé, tu te rappelles où tu l'as rangé, on l'a fait ensemble hier. Il y a ce côté, effectivement, à en rajouter un peu une couche, et ça, c'est dur aussi pour les patients. Parce que il y a ce côté, oui, je me rends compte, mais en fait, je ne sais plus, je me rappelle plus. Il y a le déni aussi. Voilà, c'est difficile de savoir que ses propres parents bientôt ne vont plus nous reconnaître. Et ça, c'est quelque chose de compliqué aussi pour la famille. Pensez-vous que la maladie est héréditaire ? Il y a une part d'hérédité, effectivement. Est-ce qu'on peut la déceler tôt ? Alors, il me semble, oui, qu'il y a un gène, mais après, réellement, pouvoir le déceler, c'est compliqué, puisque souvent, la maladie va déjà être diagnostiquée quand les signes sont déjà bien avancés. Après, si par exemple les deux parents ont la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir une prise de conscience de l'enfant à dire... je vais en parler en fait avec mon médecin traitant, je vais essayer de faire attention au niveau de ma génétique, au niveau de mes facteurs de risque, mais en soi, pouvoir le déceler, je pense pas. Oui, plus par rapport aux facteurs de risque, parce que de toute façon, le patient, par rapport à la génétique, il va pas pouvoir faire grand-chose. Quel regard a le patient sur lui-même ? Alors au début, en fait, c'est très compliqué et justement, il s'en rend compte, donc c'est difficile d'accepter. Il va passer par différentes phases, le déni, la colère, etc. Puis par la suite, j'ai envie de dire, une fois que la maladie est bien déclarée, il ne s'en rend pas compte. On vous pose cette question parce qu'on a trouvé quelqu'un qui s'appelle William Undervolet, qui est un artiste peintre anglais.
et qui, après avoir été diagnostiqué de cette maladie, il a décidé de se lancer dans une série d'autoportraits. Grâce à cela, on peut avoir une image de comment le patient se voit au fur et à mesure. Et c'est vraiment très impressionnant. On vous met le lien dans la description. Très intéressant. Et alors, ces peintures, ces toiles? Et en fait, il reflète son image. Et on voit que ça se dégage petit à petit. Je pense que le dernier tableau doit en fin de compte être plus l'expression d'émotion, de sentiment, puisque le patient en fait n'a plus sa mémoire complète, mais par contre, un patient a toujours ses émotions et les aura jusqu'à la fin de sa vie. Aura toujours peur, froid, faim, angoissé, il aura ses besoins primaires, mais aussi tout ce côté de mal-être ou de bien-être. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours très important, même s'il n'y a plus forcément de reconnaissance des proches, que les proches viennent rendre visite et qu'il y ait toujours un lien avec aussi des choses qui peuvent les rapprocher du passé. Par exemple, une odeur, une habitude. Ah oui, effectivement, là j'ai le tableau sous les yeux, je pense que ça correspond bien à ce que je disais. En fait, après, c'est vraiment l'émotion qui ressort, je pense. La tristesse, la noirceur, le fait de ne plus souvenir. Comme vous avez pu nous le dire avant, vous avez déjà été en contact avec des patients atteints de la maladie. Tout à fait. Quel souvenir en gardez-vous de toutes ces expériences? En tant que soignante, pas là en tant que personne lambda, en tant que soignante, quelquefois de la difficulté. Alors de très bons moments aussi, mais souvent de la difficulté. Avec beaucoup de remises en question, avec des moments où c'est pas toujours simple en tant que professionnel de santé de tous les jours faire face à une population qui peut être agressive, qui peut être dans l'incompréhension. J'ai le souvenir par exemple d'un patient, je lui ai fait sa toilette, en fait à la fin il m'a craché dessus. Et ça a été vraiment, c'était pas du tout de sa faute, je n'en ai pas voulu. Parce que moi, j'étais à un moment T avec cette personne, mais je me dis, même à l'heure actuelle en étant infirmière scolaire, je peux comprendre que des professionnels de santé ou des familles se retrouvent complètement démunis face à des patients qui peuvent avoir des réactions qui n'étaient pas du tout les leurs, qui ne leur appartenaient pas en fait. Par exemple, quand on est soignant, le but c'est de justement soigner, c'est qu'il y ait une évolution positive. Quand on travaille avec les enfants, on leur apprend énormément de choses, alors que ces personnes-là, les personnes démentes Alzheimer, donc elles ne se souviennent de rien. Donc en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le refera demain. On ne voit pas en fait d'évolution et ça c'est très difficile. Et puis ces patients, donc de toute façon, ça fait partie de la maladie, il y a une forme d'agressivité. Cette agressivité, elle vient aussi, eux, de leur peur du monde qui les entoure. On imagine dans leur tête que c'est un peu le trou noir, donc c'est très très compliqué. Donner une douche à un patient Alzheimer, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Le contact de l'eau, ça leur fait peur. Et il faut savoir, je reviens sur ce que disait Madame Bellaredge, en tant que soignant, voilà ce mot soigner, vraiment c'est vrai que c'est très important. Et c'est vrai que comme elle disait, il y a cette sensation de ne pas avancer. Et de toute façon, la maladie d'Alzheimer est irréversible. On ne pourra pas l'améliorer. On peut, avec des traitements, accompagner, limiter les effets, mais comme disait Madame Bellaredge, on a souvent une espérance de vie autour d'une dizaine d'années après le diagnostic. Donc forcément, si vous avez une personne atteinte à 70 ans, plus le temps va avancer, plus la maladie va être poussée, et ensuite ça entraîne quand même le décès. Donc vous avez derrière pour le soignant cette sensation d'incapacité à faire quelque chose, quoi. Moi personnellement je l'avais ressenti comme ça. De ne pas voir les progrès, effectivement. Mais du coup il y a une sorte de fatalisme en fait. Exactement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, c'est le terme. Je pense. Comment se comporter avec une personne atteinte de la maladie? C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, donc beaucoup d'empathie, se mettre à la place du patient pour comprendre que la personne puisse être agressive. On ne répond pas à l'agressivité par de l'agressivité, au contraire, on met des mots, on rassure, on prend la main. Le toucher, c'est quelque chose d'essentiel. Dès la naissance, en fait, le toucher, c'est quelque chose d'essentiel. La peau, c'est l'organe le plus grand de notre corps. Et le toucher, on l'oublie bien souvent. On peut faire des miracles. Voilà, ça rassure la personne si on la prend par la main. On se met à sa hauteur, on lui parle pas dans le dos. C'est très effrayant. On n'est pas derrière son dos quand on s'adresse à elle.
On essaie d'être en face, assise à son niveau. Et voilà, donc rassurer la personne, être patient, de l'empathie, de l'humanité. Après, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on peut amener toutes bêtes, toutes simples, comme par exemple, on parle beaucoup de l'aromathérapie maintenant, de la luminothérapie, on parle de plusieurs sens qu'on peut développer, la musicothérapie. Je pense que c'est vraiment des choses pour ces patients qui peuvent les ramener vers des choses rassurantes et qui peuvent les rassurer et en même temps permettre un climat très serein. Parce que par exemple, j'imagine, je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas-là, par exemple à faire votre toilette, à prendre votre douche en mettant de la musique. Et Edith Piaf, justement, c'est de leur époque. Donc peut-être que ça fait encore partie de leur mémoire. Voilà, tout à fait. Mais effectivement, la musicothérapie, oui, je pense que ça peut être très intéressant. Vous nous avez parlé d'aromathérapie. Qu'est-ce que c'est ? C'est justement faire sentir aux patients des odeurs, donc qui peuvent être complètement anodines. Ça peut être de la lavande, des huiles essentielles qui vont déjà apaiser, parce que l'aromathérapie, ça se base sur le fait que les huiles essentielles, alors il peut y en avoir plusieurs, l'eucalyptus, la menthe poivrée, le citron, la citronnelle, toutes ces odeurs, en fait, viennent réanimer, viennent un petit peu bousculer nos neurones olfactifs et viennent en fait faire raccord à des souvenirs, à des choses qui font partie de nous. Et souvent, je sais que ça peut être aussi utilisé par exemple dans tout ce qui est post-traumatique, dans des situations où des gens sont très stressés. Et c'est vrai que maintenant, il y a différents centres qui le mettent en place progressivement. Et c'est tout simple. On peut avoir avec très peu de choses une aromathérapie. C'est-à-dire, voilà, on place le patient dans une pièce avec plusieurs hôtes, un petit peu, avec de la musique, des odeurs très accueillantes. Enfin, je veux dire, on s'en rend bien compte. On n'aime pas trop sentir la frite, mais quand on sent, un petit peu les fleurs au printemps, ça réveille tout de suite en nous quelque chose d'agréable, quelque chose de positif. J'ai une mauvaise nouvelle. Notre émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez passer un message à tous ceux qui écoutent ? Peut-être une petite info que vous n'avez pas abordée ou un petit coucou ? Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal d'associations de dons, France Alzheimer, et voilà, soyez généreux pour la recherche. Merci à vous d'être passés nous voir, c'était un échange constructif. On a appris beaucoup de choses, j'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Merci à vous de nous avoir invités, c'était très intéressant, merci. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on espère vous avoir éclairé sur quelques points, on vous remercie. En tout cas, merci pour votre participation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour la prochaine émission, c'est Monsieur Fromos, président de l'association France Alzheimer à Chaumont, qui sera à votre place. Et Jean-Marie, qui est un aidant. Avec eux, on va parler du monde associatif et les aidants. Sur ce, on vous laisse digérer tout ça. À la prochaine. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.